La protection de l'enfance. Donc, si tu es venu aujourd'hui, c'est pour parler de ton expérience d'ex-enfant placé et pour apporter un éclairage sur la façon dont ça s'est passé, comment tu l'as vécu et comment tu vois les choses avec le recul. Donc pour moi, c'est un peu particulier, évidemment, puisqu'on se connaît bien, vu que tu es passé dans cette maison pendant ton parcours. On t'a accueilli pendant à peu près 1 an. Effectivement. Voilà, donc est-ce que tu peux te présenter? Désolé, c'est trop dur. C'est pas grave. Je m'appelle Bradley, j'ai 23 ans et je vis à Plélan-le-Petit en Côte d'Armor. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta famille, la famille à laquelle tu appartiens, dans laquelle tu es né, comment ça s'est passé au tout début, à ta naissance? Bah écoutez, au début quand je suis né, ça allait bien, jusqu'à l'âge à peu près de mes 3 ans où mes parents se sont séparés. Donc de là, on va dire que je me suis un peu rebellé contre ma mère dû à cette séparation. Et donc du coup, vers l'âge de mes 3 ans et demi, j'ai été placé. Donc... Est-ce que tu te souviens des raisons qui ont amené au placement? Oui, en fait c'était mon beau-père. J'avais fait une bêtise. Bon, à 3 ans, je trouve ça normal de faire des bêtises, hein. Et il m'avait mis des fessées, mais tellement fort qu'en fait j'en avais eu des bleus sur les fesses. Ma mère avait essayé de camoufler avec du fond de teint, mais à l'école ils l'ont vu. Et du coup de là, ils m'ont placé d'urgence dans une famille d'accueil. D'accord. Okay, c'est comme ça que le placement est intervenu. Oui. C'était, tu dirais que c'était quelque chose qui était arrivé ponctuellement ou il y avait d'autres choses qui pouvaient faire penser qu'il y avait maltraitance en fait? En fait, maltraité, c'est un grand mot, encore une fois. On était battus, oui. Ouais, en fait, si, maltraité, c'est la même chose, hein, non? C'est à toi de le dire. Ok, attends, je recommence. T'es pas obligé de recommencer en fait dans la pratique, c'est à toi de l'expliquer comme tu en as envie en fait. Hein. C'est ton ressenti, c'est ta vie. Moi, maltraitance, c'est vraiment genre psychologique et physique, tu vois. Moi, c'était que physique, c'était pas psychologique. Je sais pas comment expliquer. Bah si, tu l'expliques bien. Non. Pour toi, c'était de la maltraitance uniquement physique. C'est ça. D'accord. La maltraitance physique. T'étais battu. T'étais seul dans la famille à être battu? Non, on était 3 à cette époque-là. Non, 2, moi et ma grande sœur, moi et ma petite sœur, mais elle est encore bébé, du coup. Et on était quand même assez régulièrement, mais on est dans un environnement, en fait, je viens de Roubaix, donc pour préciser, dans le nord de la France. Et là-bas, on va dire la violence extra-conjugale comme enfant-parent, c'est très courant. C'est vraiment, on va dire, 70% des familles à qui ça arrive. Sauf que nous, on est à peu près un peu tous les jours quand même. Dès qu'il y a un truc qui allait pas, dès que mon beau-père ou ma mère était contrariés ou des choses comme ça, on se prenait une claque, des choses comme ça, quoi. D'accord. Mais il y avait un contexte qui expliquait ça ou c'était juste leur façon habituelle d'éduquer? À leur bon vouloir. C'est comme ça qu'eux ont été éduqués, donc pour eux, c'est comme ça qu'il fallait éduquer. D'accord. Et il n'y avait pas un contexte d'alcoolisme ou ce genre de choses qui expliquait? Mon beau-père, si. Mon beau-père, il buvait beaucoup. Ma mère, non. Ma mère ne boit pas. Mais mon beau-père, si. Mon père, comme mon beau-père, buvait beaucoup. Mon père, lui, a l'alcool très méchant. C'est-à-dire que quand il a pas bu, c'est un amour. Un peu comme moi. Arrête avec ta tête, là. Je vois, il fait... Non, mais j'ai rien fait de tout ça, moi, vas-y. En gros, c'est un amour quand il boit pas. Par contre, à partir du moment où il a commencé à boire, on va dire qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'amour, donc il va aimer les personnes. Deuxième étape, c'est il va commencer un peu à être saoulé par les personnes. Et troisième étape, c'est la violence. D'accord. Comment tu perçois aujourd'hui les raisons pour lesquelles tu étais placé? Je te pose la question parce qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont placés et qui ne sont pas d'accord avec le placement. D'accord. Comment est-ce que toi, comment tu l'as vécu à l'époque? Est-ce que tu étais d'accord avec ça? Est-ce que finalement ça t'a plu? Enfin, sous-entendu, est-ce que c'était une décision qui finalement t'a plu à l'époque? Enfin, en tout cas, qui t'a rassuré? Et comment tu la vois maintenant, en fait, cette décision? T'imagines bien qu'à 3 ans et demi, on ne te laisse pas trop le choix, de toute façon. Hein. C'est pas comme si tu pouvais dire non. Dans tous les cas, pour en venir à cette histoire-là, j'étais placé en famille d'accueil. Donc, ma première famille d'accueil, Madame De Freitas. Ah merde, j'ai dit un nom. Bon, c'est pas grave.
Madame de Freitas. Donc, et franchement, je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais eu une aussi belle vie. Enfin, pour moi, j'avais pas connu une vie, entre guillemets, normale avant d'arriver là-bas. C'est en arrivant là-bas vraiment que j'ai vu ce que c'était une famille, entre parenthèses, normale. C'est-à-dire, en gros, pas de violence, que de l'amour. Enfin, se sentir bien, en fait, à un endroit, être bien à un endroit, quoi. Rassuré. C'est ça, rassurer, être en sécurité, le mot D'accord. exact. Ok. Et donc, d'après ce que tu me dis, assez rapidement, tu as trouvé ça bien, quoi. Ah bah oui, pour vous dire, je suis resté de l'âge de mes 3 ans à mes 7 ans, 7 ans et demi après là-bas. Et encore, je suis parti parce que ma mère était, entre guillemets, jalouse, parce que je préférais être là-bas que chez elle. Et donc, tu es parti. C'est-à-dire, il y a eu En pendant... gros, ils m'ont forcé à partir. Ma mère a demandé un changement de famille d'accueil et ils sont venus me chercher, ils m'ont forcé à partir de là-bas. Entre tes 3 ans et 7 ans ou à tes 7 ans À mes 7 ans. D'accord. Ok. À mes 7 ans, je m'en souviens, j'ai encore l'image, enfin ça m'a tellement marqué que j'ai l'image de moi en tête en train de tenir le mur pour pas partir. Vraiment. Ah non mais vraiment, c'est pas une blague. Mais je te crois, Non, mais aucun problème. Ton sourire là, du coup ça a envie de me faire rire. Et on va dire cette famille d'accueil là, vraiment, même encore à l'heure d'aujourd'hui, dès que je passe dans le Nord, je vais la voir, je suis obligé. C'est vraiment ma deuxième maman, mais vraiment. Genre, D'accord. ça a été l'une de mes plus belles expériences en tant qu'enfant placé. Je veux dire, même dans ma vie, ça a été l'un des moments où j'étais le plus heureux dans ma vie, mais vraiment. D'accord. Le prends pas personnellement. Le prends pas personnellement. Non, non, mais... Avec toi aussi, j'étais très heureux. Mais c'était bien plus tard. Oh, une déclaration d'amour déjà, tout de Ouais. suite, là, T'as à vu même ça pas une demi-heure J'ai envie de de... te faire hein. rougir un peu là. Ah ouais, un petit peu. Faire chauffer l'ambiance. Et donc, après ce premier accueil, comment ça se passe pour toi? Où est-ce que tu vas? Quel est ton parcours? D'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour en revenir, ma mère m'a fait partir de là-bas, de ma famille d'accueil, parce qu'elle était un peu trop jalouse. Elle disait que, en gros, elle se prenait pour ma mère. Elle le disait clairement, alors que moi, non, elle savait faire la différence entre mère et famille d'accueil. C'est juste que, oui, comme elle m'a eu petit, c'est comme vous avec, je sais plus comment elle s'appelle. Zoé. Zoé. C'est comme vous avec Zoé, bah, c'est comme votre enfant. Vous l'avez eu petit, voilà, elle fait partie de votre famille, quoi. Et du coup, elle était vachement jalouse. Donc de là, on m'a fait partir dans une autre famille d'accueil. Donc les 2-3 premiers jours, ça se passe très bien. Donc bon accueil. Donc je me dis, bon, on fait partir d'un endroit pour aller à un autre, mais bon, ça avait l'air d'être pas mal. Et au final, au bout de ces 3-4 jours, quoi, le cauchemar commença. Alors, dans la mesure où l'objectif de ces témoignages, c'est d'expliquer un petit peu quelle est la vie et quelles peuvent être les difficultés d'un enfant placé, qu'est-ce que tu appelles cauchemar? Quel mot tu peux mettre sur... Maltraitance physique, violence, coup de fouet, je sais pas. Il y a eu plusieurs étapes, on va dire. Ça a commencé doucement, puis ça a augmenté un peu crescendo, jusqu'à arriver à la violence, pour moi, ce que j'appelle violence extrême, parce que ça me reste encore des cicatrices à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça a commencé par, au début, c'était puni au coin. Après, c'est puni au coin avec une robe de nuit de fille, avec une couche. Puis après, il y a eu de la maltraitance, claque. J'ai une cicatrice aussi qui est juste ici, là. Ça s'est passé un soir où, en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais vomi pendant la nuit dans mon lit. Et j'ai pas osé les réveiller. En fait, j'avais 7 ans. C'était vraiment genre les 3-4 jours après que j'étais arrivé. Et j'ai pas osé les réveiller. Ce qui s'est passé, c'est du coup, le lendemain, oui, on est jeune, on a peur de se faire engueuler. Je l'ai pas dit, mais je comptais le dire le soir en rentrant. Et sauf qu'elle, dans la journée, elle va prendre ma couette pour l'aérer, quoi. Et là, elle voit du coup ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir, je suis arrivé, je voyais très bien qu'elle était pas contente, ce que je peux comprendre, hein, y a pas de problème. Et du coup, de là, ça a commencé. Toute la nuit, je suis resté réveillé. Elle voulait pas me faire dormir tant que j'avouais pas, entre parenthèses, que c'était ce que j'avais fait. En gros, que j'avais vomi, ce qui peut arriver à n'importe quel enfant, hein, je le rappelle. Et du coup, de là, arrivé vers 6h du matin à peu près, donc, en sachant que j'avais école le lendemain, hein, arrivé vers 6h du matin, elle m'a dit va dormir. Donc moi, je commence à monter, elle me dit non. Et du coup, de là, en fait, elle m'a fait dormir sur le paillasson de la porte d'entrée. Et 2 heures après, du coup, elle me réveille, parce que j'ai quand même dormi, j'étais fatigué, j'étais un enfant. Et de là, elle me réveille, et en fait,
Elle arrive vers moi, elle me fait debout, et bah, j'avais un peu de mal, j'avais dormi peut-être 1h30, 2 heures. Et en fait, elle me met un chassé. De là, du coup, j'ai tapé contre la porte, et en fait, il y avait un gros radiateur en fonte juste à côté, et je me le suis pris ici dans la tête, là. Et d'où cette cicatrice maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est que le début, parce que après, par la suite, dès que je rentrais chez elle, c'était au coin, je devais mettre la robe de nuit au coin tout le temps, avec des claques, des machins, des trucs. Elle me donnait à manger une fois tous les 3 jours, ce qui faisait que je devais faire les poubelles à l'école, donc j'étais un peu mal vu par les élèves de l'école, parce que je faisais les poubelles pour manger. Et on va dire que c'est une période que j'ai très mal vécue, jusqu'au jour où ça en arrivait vraiment à la violence extrême, où vraiment elle m'a sorti un fouet, mais pas un martinet, un fouet. Et elle a commencé vraiment à me fouetter. Et on va dire qu'à l'école, vu que j'étais pas beaucoup apprécié aux poubelles, parce que je faisais les poubelles, quoi, j'étais souvent avec une surveillante. Et un jour, en fait, il faisait chaud, j'avais un sous-pull et un t-shirt. Et en fait, j'enlève mon sous-pull, sauf que le t-shirt part avec. Et en fait, c'est de là, du coup, qu'elle voit toutes les griffes que j'ai sur le torse et derrière, les coups de fouet. Et du coup, de là, je commence à mettre à pleurer, je lui explique les choses. Et de là, en fait, elle m'a dit non, t'inquiète pas, je dirai rien, mais voilà, éducation nationale oblige. Du coup, elle prévient, et de là, du coup, le soir même, je suis placé en foyer d'urgence. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que la famille d'accueil concernée, a appelé ma mère pour lui dire que j'allais fuguer. Du coup, moi, le lendemain, je partais chez ma mère pour un week-end, parce que j'allais le week-end. Et je suis arrivé chez ma mère et je me suis fait défoncer. Voilà. Jusqu'au moment où ma mère a su la vérité, et après, là, par contre, elle s'en est voulu un petit peu quand même. Mais ça a été une période très compliquée à ce moment-là. Très compliquée pour un jeune de 8 ans. Ouais, la double peine, quoi. C'est ça, double peine. Mais bon, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Ouais. Chose très fréquente, la double peine. Je fais juste un aparté, évite de tuter, on va faire des bruits, ça va s'entendre au micro. Ouais, tu sais, quand tu parles des trucs comme ça, des fois... Ouais, je comprends complètement, évidemment, il n'y a pas de souci. Je comprends complètement, mais juste, en fait, il ne faut pas que ça soit... C'est dommage. Arrête. Moi, je cherche la mais oui, ce serait dommage, parce que ce que tu nous dis, c'est... En plus, tu nous en avais jamais parlé, quoi. Donc c'est prenant, si tu veux. Ouais, oui. Parce que là, non, t'as l'histoire à peu près complète. Donc, tu nous as... En fait... On a eu des bribes. C'est ça, vous avez eu des petits morceaux. On a eu des toutes petites bribes, parce que quand vous êtes enfant, et pourtant tu étais ado quand tu es arrivé chez nous, vous ne voulez pas encore parler de ça. De toute façon, on sent bien que déjà, quand tu nous en parles là, il y a un minimum d'émotion, tu le dis toi-même. Oui. Évidemment. C'est compliqué d'en parler quand même, un minimum, hein, c'est sûr. Et encore, j'ai passé plein de détails, hein, t'imagines bien, sinon si je raconte tout, ça a duré pendant 1 an. Donc, Et en gros, c'est les voisins leurs voisins, eux, en fait, qui avaient remarqué la situation, qui me donnaient à manger, c'était des Marocains. Ils me donnaient des galettes, et une fois, je me suis fait prendre. En gros, son mari m'a vu quand ils m'ont lancé la galette, et de là, il me dit « Ah ouais, en plus, tu as plein de voisins », et là, c'est reparti, quoi. Je me suis fait encore éclater. Donc déjà, le fait de me faire, on va dire, maltraité par ma mère, en fait, j'ai subi de la maltraitance d'une famille d'accueil. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé. C'est un truc que j'aurais jamais pensé. Que du fait qu'on te place pour te protéger, tu sois encore plus maltraité, quoi. Je suis encore plus en danger que chez mes parents. Parce que là, c'était vraiment de la maltraitance extrême. C'est... pour que j'en garde des cicatrices à l'heure d'aujourd'hui, quoi, ça a quand même été extrême. Alors que les coups que ma mère m'a mettés, j'ai jamais gardé de cicatrices. Bon, après, d'un cas à l'autre cas, en tous les cas, c'est pas normal. Donc, Après donc ce déplacement, dans cette deuxième famille d'accueil, tu vas en foyer d'urgence, et il se passe quoi après? C'est quoi ton parcours? Alors du coup, là, j'arrive au foyer Gustave Delory, donc à Roubaix. Foyer d'urgence pour jeunes et ados. Donc à partir de ce moment-là, donc je change d'école. Je me retrouve dans un environnement que je connaissais pas, parce que moi j'ai toujours été en famille d'accueil, donc une famille, entre parenthèses. Là je me retrouve avec une trentaine d'enfants et d'ados confondus, mélangés, quoi. Et on va dire c'est la période un peu de la découverte pour moi. Parce que le fait d'être avec des ados, d'être avec des gens plus vieux que toi, et t'es amené plus facilement à faire des choses que tu devrais pas faire forcément, à cet âge-là, on va dire. C'est-à-dire, tu commences à faire Ma première cigarette, je l'ai touchée à 8 ans.
Tu vois, j'ai pas commencé à fumer à 8 ans, mais ma première cigarette à 8 ans, je l'ai touchée. Et c'est les ados qui me forçaient, entre parenthèses, tiens, vas-y, essaye. Nous, on est petits, on veut faire le malin, on essaye du coup, et voilà. Après, il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres choses. Bon, ça, je préfère pas en parler. Du coup, il y a eu des problèmes avec d'autres parents et tout ça. Et voilà quoi. Enfin, c'est vraiment un monde complètement différent de ce que j'avais connu. Et pour moi, en tout cas à cette époque-là, je pense pas que c'était la solution qu'il m'aurait fallu. Parce que tu penses que voilà, t'as commencé à faire des bêtises que tu n'aurais pas. Je parle de bêtises, hein, de façon générale, de bêtises que tu n'aurais pas faites si tu n'étais pas allé dans la foyer. C'est ça. Bon, ça, je pourrais t'en parler en off, mais ouais. D'accord. Vraiment des choses, on va dire que si tu me comprends, qui devraient arriver que quand t'as 16-17 ans, quoi. Ouais, je comprends. Enfin, on imagine bien, en tout cas, quand on parle. Le foyer, tu y restes combien de temps, ce foyer-là? Je dois y rester à peu près 1 an, ouais, même pas, hein, maximum, entre 8 mois et 1 an, je sais plus exactement. Donc tu y restes entre tes 8 et 9 ans. C'est ça, à peu près, ouais. Et comment dire, après, il se passe quoi? Tu vas où? Après ça, il faut que je me remémore, attends. Parce qu'après, il y a eu Doloris. Après, je suis parti. Après, du coup, c'était l'arrivée en Bretagne. En fait, ma mère m'a repris, du coup, à ce moment-là. Elle m'a repris, elle a déménagé en Bretagne, du coup. D'accord. Pourquoi elle t'a repris, qu'on comprenne bien? Le placement n'était pas judiciaire ou elle a obtenu Si, le placement était judiciaire, mais c'était à mon bon vouloir. C'est-à-dire que le juge écoutait ce que moi je voulais. D'accord. Parce qu'en gros, il estimait que chez ma mère, ça allait beaucoup mieux. Et en sachant qu'on est une famille de 5 frères et sœurs, et j'étais le seul placé. Donc, malgré les histoires de violence, mais bon, ça, ils n'en ont jamais eu part forcément, parce que, on va dire que mon beau-père faisait les choses intelligemment quand même, il était pas bête. Il savait très bien où taper pour pas que ça marque. Il l'a fait une fois où il s'est loupé, il ne le recommencera pas, quoi, on va dire. Donc ça fait que c'était à mon bon vouloir. Donc de là, j'ai décidé de repartir chez ma mère. Donc de là s'ensuit du coup le déménagement. Donc on arrive à Plérin. Du coup. Donc là, une nouvelle vie. Donc on a une nouvelle maison, un nouvel endroit, on connaît personne. On arrive dans une maison totalement vide parce que les déménageurs, le temps qu'ils arrivent du nord, on est arrivé avant. Et de là, on va dire que pendant 2 années, j'ai vécu chez ma mère. Au début, il y a eu un peu de violence. Puis après, ma mère s'est séparée de mon beau-père. Du coup, 3-4 mois après, elle arrive en Bretagne, quoi. Elle s'est mise avec du coup mon beau-père actuel, Jérôme. Et ils sont... De là, ma mère a fait un gros travail sur elle. Elle a été voir un psychologue, un psychiatre, tout ça. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, on peut... Une mère exemplaire, ça n'existe pas. Mais en tout cas, c'est devenu une bonne mère. En tout cas, mes petits frères et sœurs, ils ont eu une vie d'enfant normal, quoi. Ok. Et ton parcours pendant ce temps-là, donc tu retournes chez ta mère et... Pendant 2 ans, ouais. Voilà. Après, du coup, de là, je demande à aller chez mon père. Donc, repartir dans le Nord, à Roubaix, chez mon père. Parce que, comme tout enfant, j'imagine, qui a vécu sans son père, à un moment donné, on se demande comment il est. Enfin, notre mère a beau nous dire des choses sur lui, mais tant qu'on ne le voit pas de nos propres yeux ou qu'on ne l'expérimente pas, on ne pourra pas forcément la croire. Donc, du coup, de là, je demande à repartir chez mon père, parce qu'en fait, on l'avait au téléphone une fois de temps en temps, à ce moment-là. Et je demande, au début, c'était juste des vacances, en fait, qu'on devait aller là-bas. Enfin, moi, je devais partir vivre là-bas, ce que moi, j'avais prévu. Mais ma grande sœur, elle partait juste en vacances là-bas. Et du coup, de là, on y va. Donc, on arrive là-bas. Mon père nous récupère et tout ça. Et peut-être 3-4 jours après ça, ma sœur se fait frapper dessus par mon père. Donc, en sachant que ça faisait plus de 5 ans, 6 ans qu'il ne nous avait pas vus déjà. Parce qu'elle a osé lui répondre, quoi. Mais il était sous alcool, hein, bien sûr. Il avait bu. Donc, de là, elle est repartie chez ma mère. Moi, je reste là-bas. Parce que j'avais décidé de vivre là-bas, quoi. Et pendant 2 ans, on va dire, c'est reparti comme quand j'étais plus jeune, quoi. Dès qu'il y a un truc qui allait pas, qu'il avait un peu trop bu, dès que, imaginons, un exemple tout bête, hein, il était alcoolisé, il me demandait de lui faire à manger. En sachant qu'à cette période-là, je devais avoir 12-13 ans.
Donc il me demandait de lui faire à manger, je voulais pas, ben bam, j'en prenais une quoi. Donc de ce côté-là, on va dire, je revivais du coup la même chose, mais pour moi, c'était un schéma normal parce que j'avais toujours vécu ça entre parenthèses. Et d'un autre côté, par contre, on va dire que c'est là que je commence à, entre parenthèses, mal tourner, si je puis dire. Parce que je traînais du coup avec des jeunes, tout ça, et là-bas, c'est beaucoup de quartiers défavorisés, il y a beaucoup de taux de chômage là-bas. Donc c'est beaucoup de stupéfiants, d'alcool, d'armes, de tout ça. Enfin. Et je commence du coup à... Parce que mon père s'en foutait clairement de ce que je faisais. Hein. La journée, je partais, je pouvais partir toute la journée, il s'en foutait. Hein. Donc, T'allais pas à l'école? la plupart du temps, en fait, j'allais pas à l'école parce que mon père faisait des soirées jusqu'à 5-6 heures du matin. Du coup, je dormais pas, il me faisait un mot dans le carnet, quoi. Donc, j'y allais, mais sur l'année, j'ai peut-être dû aller 4 mois. Tout compris, quoi. Donc, la plupart du temps, non, j'étais avec mon cousin, tout ça, on était dehors et on se baladait dans la ville, quoi. Moi, je faisais rien d'illégal, hein, parce que moi, vraiment, à ce moment-là, j'étais jeune et innocent, quoi. C'était juste vraiment, genre, je prenais mon vélo et voilà, quoi, j'allais me balader avec mon cousin, j'allais voir ma tante, j'allais voir des amis. Et à un moment, mon père, il décide de me mettre, du coup, en internat la semaine. Pourquoi tu te retrouves en Belgique à un moment? Parce qu'en fait, mon père, entre parenthèses, voulait se débarrasser de moi et du coup m'avoir que le week-end. Du coup, ben, il m'a mis en internat catholique, donc à Don Bosco, à Blandin. Par contre, très bon endroit. Hein. Là-bas, j'ai vraiment aimé, et même sur-aimé, parce que la Belgique, déjà en soi, c'est complètement différent de la France. C'est une mentalité complètement différente. Et l'endroit où j'étais, et ben, ça m'a inculqué des valeurs et comment dire, et du respect surtout. Du respect envers les plus anciens, même envers mes camarades, parce que, en sachant que c'était chrétien, donc il y avait la messe tous les dimanches, on devait prier avant de manger, on nous apprenait aussi la politesse, on avait en fait, il y avait l'école la journée, et le soir on rentrait, il y avait 2 heures d'études. Donc 2 heures, pendant les 2 heures où tu fais que du travail, même si tu as peu de devoirs, eux ils t'en donnent, il n'y a pas de problème. Et du coup, vraiment à partir de cette période-là, j'ai vraiment commencé à vraiment vouloir me focaliser en fait sur quelque chose et vouloir avancer dans ma vie. Parce qu'en fait, j'étais entouré que de personnes qui m'encourageaient et pas de personnes qui me rabaissaient et qui me violentaient. Donc ça fait que j'ai pu quand même à cette période-là déjà réfléchir à mon avenir, réfléchir à ce que je voulais faire, on va dire devenir plus sérieux en cours, devenir plus sérieux. Du coup, j'étais à l'ITCF, c'est comme un CFA d'ici, sauf que là-bas on peut commencer à l'âge de 14 ans. Et du coup, de là, je me suis fait virer du premier établissement, mais pas à cause de mon comportement. Parce que en fait, j'ai fait une bêtise assez grave, mais à l'époque, on ne se rendait pas compte que c'était très grave. C'est en gros, On se rendait ou tu te rendais pas compte que c'était très grave? Oui, peut-être que moi, je m'en rendais pas compte. Parce qu'en fait, à l'époque, il y a un film qui était sorti qui s'appelait La vraie vie des profs. Je sais pas si vous l'avez déjà regardé. Ça me dit rien, non. Non, en gros, c'est des élèves qui enquêtent sur leurs profs et qui font une page, en gros, un blog, et qui mettent tout ce qu'ils font dans leur vie privée et tout ça. Et en fait, j'ai fait la même chose. Donc j'ai mis des photos de leurs enfants, des trucs comme ça. Donc à l'époque, je m'en doutais pas que c'était aussi grave que ça. Ouais. Et du coup, de là, exclusion définitive, parce que des élèves ont été le dire, du coup de là, j'ai été convoqué, tout ça. Et je peux comprendre à l'heure d'aujourd'hui qu'ils n'acceptent pas. Moi, j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça. Donc je peux comprendre tout à fait. Bon, après, encore une fois, c'est des erreurs de jeunesse. On va dire, je faisais pas ça en mal. Voilà, je faisais pas ça pour leur nuire à leur vie, tu vois. Je faisais ça vraiment pour me marrer, en fait, parce que j'étais un peu bête. J'étais bête. En fait, j'étais bête dans le sens où je voulais toujours faire rire les gens, quoi. Et j'étais prêt à tout pour ça. Parce qu'en fait, j'étais prêt à tout pour avoir de l'attention. Parce que, malheureusement, dans ma vie, j'ai manqué un peu d'affection et d'attention. Parce que vu que, à partir du moment où je suis parti de chez Madame de Frédas, donc ma première famille d'accueil, on va dire que j'ai plus beaucoup d'affection et d'attention envers moi. Et du coup, c'est un truc qui m'a manqué et du coup, c'est un truc que j'ai essayé de chercher avec les autres. Donc avec mes amis, avec même quand j'étais au foyer, même les éducateurs, j'essayais de prendre toujours leur attention à eux et
qui soit focalisé sur moi, quoi. Donc, on imagine bien qu'avec 30 personnes, c'est pas trop possible, hein. Mais, en tout cas, je faisais tout pour essayer. Tu l'expliques très bien, en tout cas. Hein. Je souris, mais évidemment, je me moque pas. Enfin, tu Non, me mais connais, non, j'imagine bien. mais tu l'expliques très très bien. Ouais. C'est une chose que j'avais envie de mettre en avant, tu vois. Et, dès la première interview, on met les pieds dans le plat. C'est magnifique. Enfin, vraiment. Bah, moi, je te dis juste, moi, comment je l'ai ressenti, tu vois. Oui, mais je sais que d'autres enfants que je vais interviewer l'auraient pas. Enfin, d'abord, n'en seraient pas à pouvoir l'expliquer aussi honnêtement. Ouais. Et tu le dis très bien, surtout. Tu le dis très bien. Enfin, c'est limpide. Après, comme je t'ai dit, moi, je suis surtout là pour aider les générations futures, à ceux à qui ça arrive, tu vois, à se dire qu'il faut pas baisser les bras parce que c'est pas parce que t'es placé ou que t'es violenté par tes parents que la vie s'arrête, en fait. Genre, ton destin, c'est toi qui l'as entre tes mains. Et c'est toi qui en fais ce que tu veux. Donc, malheureusement, si tu veux mal finir, tu finiras mal. Mais si tu te donnes les moyens de réussir, tu réussiras. Tu vois, moi, regarde, tout simplement, à la période où j'étais ici, je voulais pas travailler. On va se dire clairement. Non. Pendant 1 mois et demi, j'étais en apprentissage. Enfin, normalement, ça a duré 2 ans. Il y a eu 1 an, j'ai fait au collège-lycée où ça s'est bien passé. J'ai fait ma première année. Ma deuxième année, à partir du moment où je devais aller travailler, là, c'était compliqué. Alors, on anticipe un petit peu, justement. Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas, justement, de la Belgique? Qu'est-ce qui fait que... Parce que là, tu as 13-14 ans, et c'est l'âge auquel tu arrives chez nous, en fait. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que tu reviens en Bretagne et que tu arrives chez nous? Je suis parti de là-bas parce que donc, l'année scolaire donc, de là-bas était finie. Du coup, je suis rentré en vacances chez mon père. Donc, comme d'habitude, il buvait tout ça. Et en fait, mon père avait un autre défaut, c'est qu'il battait ses femmes. Et il y a un moment, à mes 14 ans, du coup, j'en ai eu marre qu'il me batte moi et qu'il batte les gens autour de lui, quoi, qui n'avaient rien demandé. Et du coup, en fait, de là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rebellé. En fait, mon père est venu en face de moi. Il m'a mis un coup de poing. Et c'était la première fois de ma vie que je me rebellais. Je lui ai rendu ce coup de poing. J'en suis pas fier, hein, mais au bout d'un moment, en fait, quand c'est trop, c'est trop. Ça fait 2 ans que tu vis ça, c'est trop, tu vois. Et du coup, ce coup de poing-là, je lui ai rendu. De là, il est tombé par terre. Et en fait, j'ai voulu lui faire un écrasement de tête, clairement. En fait, je suis arrivé pour lui écraser la tête avec mon pied. Sauf qu'il s'est protégé avec ses mains. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait plus que l'os. Ici, il avait plus de pouce, il avait que l'os. Et du coup, de là, mon père m'a fait des menaces de mort. Clairement, il m'a dit je vais te tuer. Et il avait pris un couteau, il était prêt à me tuer. Et du coup, de là, en fait, on vivait dans la même maison, parce qu'on était chez un de mes oncles. On vivait dans la même maison, mais moi, je vivais caché. Mais lui, il savait pas que j'étais là. Donc, en gros, toute la journée, j'étais allongé sur un matelas, derrière le lit de ceux chez qui on était. En gros, il y avait leur lit, et il y avait un matelas par terre de l'autre côté de la porte. Et je vivais là, toute la journée, j'étais allongé comme ça, et je bougeais pas. Jusqu'au moment, du coup, où j'en ai parlé à ma famille, à ma référente. Et du coup, de là, je suis revenu en urgence au Césambre, à Saint-Brieuc. Donc de là, ça faisait 2 ans que je n'avais pas vu ma mère, rien. Du coup, je revois ma mère, tout ça. J'ai grandi quand même. Ma mère... Du coup, j'arrive au Césambre, tout ça. Donc de là, en sachant qu'en Belgique, du coup, j'avais été à l'ITCF. J'ai loupé un peu cette période-là. Et en gros, l'ITCF, c'est une école qui te permet de choisir ta voie que tu veux prendre. Donc je faisais menuiserie et maçonnerie à l'époque. Pour pouvoir faire un choix ultérieurement entre... C'est ça, entre les deux. Donc j'aimais la menuiserie et j'aimais la maçonnerie. Sauf que la carotte que je me suis prise entre la Belgique et la France, parce que vraiment, moi j'appelle ça une carotte, hein, c'est qu'en Belgique, on fait ça à la briquette, à la brique rouge. Donc moi je choisis maçonnerie. Arrivé ici, c'est appelé maçonnerie. J'arrive, on me sort des parpaings. Bon, là du coup tu te dis c'est pas la même chose, quoi. Et d'où la douille que je me suis pris. Dans le sens où ça t'a plus intéressé. Ouais, c'est ça, voilà. C'était beaucoup plus physique. Parce que là-bas, c'était du sable. On fait ça au sable et à la briquette. Alors qu'ici, c'est au parpaing et au béton. Quoi. Au parpaing et au béton, ouais, voilà, pour faire les gens. Ouais. Et du coup, voilà quoi. Après, attention, hein, par contre, c'est un métier que j'aimais parce que quand j'y allais, et au moins je savais pourquoi je dormais le soir. D'accord. Et donc tu arrives chez nous, et pourquoi tu arrives chez nous en fait Parce que un foyer d'urgence, c'est pas à vie, tout simplement. Du coup, de là, on m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit, je veux une famille d'accueil, du coup. Parce que si j'avais le choix entre soit retourner dans un autre foyer, donc où j'aurais pu aller jusqu'à mes 18 ans, ou une famille d'accueil. Sauf que moi,
Comme je vous ai dit, j'aime bien que l'attention soit portée sur moi. Du coup, en foyer, c'est pas trop possible. Et du coup, j'ai préféré déjà une famille d'accueil c'est pour ça. Et aussi pour le fait qu'en famille d'accueil, au moins, on se rend compte dans une famille. Donc on n'est pas dans un lieu où on est avec plusieurs personnes. C'est vraiment une famille. Pour moi, c'est comme ça que je ressens la chose. C'est en gros... encore à l'heure d'aujourd'hui, les gars, c'est un exemple très bien. À l'heure d'aujourd'hui, on est encore en contact. Parce que pour moi, vous avez fait partie de ma famille. Parce que pour moi, vous êtes des modèles quand même. Parce que vous m'avez quand même inculqué beaucoup de valeurs que j'avais pas à ce moment-là. Même si, sur le coup, je les ai pas respectés, ils m'ont pas servi, à l'heure d'aujourd'hui, ils me servent beaucoup. Parce que rien que, imaginons la valeur de l'argent et la valeur du travail, à l'époque que j'avais pas, à l'heure d'aujourd'hui, je loupe pas une seule journée de travail, tu vois. L'argent, ok, je fais pas autant attention que ça, mais je fais beaucoup plus attention qu'avant. J'arrive j'arrive à mieux gérer du coup mes dépenses et moins dépenser dans n'importe quoi, tu vois. D'accord. Ce que tu nous dis, c'est que alors que nous-mêmes pouvions en douter quand tu étais chez nous, au final, ce qu'on apporte et ce que les familles d'accueil apportent aux enfants d'une façon générale, il en reste toujours quelque chose, quoi. C'est ça. Encore une fois, ça dépend quel type de famille d'accueil. Parce que, on va dire, je suis passé par plusieurs familles d'accueil différentes. Donc, mais en tout cas, vous, alors, sachez un truc, vraiment, je suis pas parti parce que je vous aimais pas, parce que je vous aimais vraiment fort. Je suis parti parce que à cette époque-là, j'étais jeune et bête, et je voulais faire la fête. J'étais trop loin de mes amis, et du coup, malheureusement, quand t'es jeune et bête, qu'est-ce que tu fais? Tu fugues. Tu veux faire la fête, tu veux être avec tes amis, et tu réfléchis pas. Et malheureusement, je sais qu'à cette époque-là, je vous ai causé beaucoup d'inquiétudes. Parce que comme tu me disais, tu faisais beaucoup d'allers-retours sur la route pour voir si j'étais pas eu un accident ou des choses comme ça. Et c'est des choses que, à l'heure d'aujourd'hui, j'en prends conscience et franchement, je m'en excuse. Mais vraiment, sincèrement, je m'en excuse. Parce que c'est des choses que, avec tout ce que vous m'avez apporté, j'aurais pas dû vous faire subir ça. Tu vois. Alors, ça me fait sourire parce que, avec le recul, j'ai pas cette impression d'avoir souffert de m'être occupé de Bradley. Hein. Non, c'est pas de m'être occupé de moi, c'est de vous faire souffrir avec l'inquiétude que je vous ai provoquée, je veux dire. Tu vois. Il y a toujours une inquiétude parce qu'on veut toujours que ça se passe mieux. On veut toujours mieux pour les enfants dont on s'occupe parce qu'on les aime. Parce que, bon, après, je sais que tu as vécu différentes familles d'accueil, mais nous, on n'envisageait pas de s'occuper d'enfants si ce n'était pas pour les aimer à un minimum, en tout cas. Mais c'est vrai que, bon, puisqu'on en est aux confidences, n'est-ce pas? On a des regrets avec toi dans le sens où on aurait aimé faire mieux. D'accord. On avait la sensation moi, par moment. Vous avez fait très bien, c'est juste moi qui a complètement merdé. Parce que tout ce que vous m'aviez. Regarde, tu voulais me faire passer la conduite accompagnée. C'est juste moi qui ai jamais eu les fonds parce que j'allais pas travailler. Tu vois. Vous m'avez inculqué la valeur de l'argent, mais c'est juste moi qui étais trop bête et qui dépensais tout mon argent. Même si j'avais une carte bloquée, je trouvais une solution pour aller retirer de l'argent. Tu vois. Quoi? T'as resquillé? Ouais, c'est ça. Et plein de choses comme ça, tu vois. Vous essayez en fait de me mettre dans le droit chemin, sauf que moi je voulais prendre des déviations. Alors pour revenir à ton parcours, il y a une chose qui m'avait amusé, moi, dont je me souviens, c'est le premier contact avec toi. Je me souviens bien, ça se passe à la maison du département. Je me souviens aussi, ouais. Voilà. Et tu m'as dit que tu t'en souvenais. Donc je voulais que tu t'en reparles un petit peu. Oui. Avec madame, le bureau, il y avait la fenêtre juste derrière, comme ça. Comment tu as vécu ce moment-là? Un peu comme je pense tous les enfants, quand on te dit tu vas rencontrer ta nouvelle famille d'accueil, tu as toujours une petite appréhension. Tu n'as pas de visage sur la personne, tu sais pas comment vit la personne, tu sais pas le caractère de la personne, donc tu appréhendes. Parce que la première fois que je t'ai vu, je te mens pas que j'ai eu un peu peur. Parce que je voyais quelqu'un de très calme. C'est ce que tu m'avais dit. Hein. Ouais, je voyais quelqu'un de très calme. Et moi, je suis tout le contraire de... Enfin, en tout cas, à cette époque-là, j'étais tout le contraire de calme. Tu vois, je devais tout le temps bouger partout, sauter partout. J'étais vraiment quelqu'un qui, encore aujourd'hui, qui parle beaucoup. Donc, tu arrives chez nous, donc on se rencontre pour la première fois, donc à la maison du département.
Le fait est qu'en plus, une chose qui a pu contribuer à ton impression initiale, c'est que j'étais pas très content, moi, mais pas de toi, ça n'avait rien à voir, toi je te connaissais pas. J'étais pas très content du département. Nous, on sortait d'un autre placement d'un enfant que tu as connu, que je peux pas nommer là, mais qui était petit, que tu as connu. Oui. Et ça s'était pas très bien passé, j'étais pas content de la façon dont son accueil avait été géré par le département. Et en particulier, on avait eu affaire à une référente de cet enfant qui était pas là, qui passait l'essentiel de son temps en arrêt maladie, et qui, à chaque fois qu'on proposait quelque chose, n'était pas d'accord. Donc c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'étais dans cet état d'esprit, et donc je suis pas hyper souriant parce que C'est ce que je vais en venir après. l'entretien, il se fait beaucoup moins avec toi, parce que en plus, moi, j'étais content, ce que j'avais envie d'avoir comme accueil, c'était des ados, donc j'étais trop content de t'avoir. Mais je viens surtout pour discuter avec ta référente, si tu veux. Ah, moi, franchement, j'avais une bonne référente. Sur ça, on peut rien dire. Que je connais pas à ce Oui, tu moment-là. connaissais pas à ce moment-là, oui, c'est ça. Que je connais pas à ce moment-là, et grosso modo, c'était une connerie de ma part, hein, clairement, mais grosso modo, je lui fais passer... Le micro, il est prêt quand même. Oui, c'est pas faux. Et donc, grosso modo, à ce moment-là, je lui fais passer comme un entretien, quoi. Oui, c'est ça. Ce qu'elle apprécie J'ai pas du remarqué tout. ça. Ce qu'elle apprécie pas du tout, et elle a raison. Hein, Madame Philippe, je me souviens bien, elle apprécie pas du tout ce qui se passe, et elle a raison. Le fait est que moi, je suis pas très, voilà, je suis pas dans le bon état d'esprit à ce moment-là, et c'est un petit peu ça T'as eu qui une se mauvaise passe. expérience, du coup, Voilà. t'as pas envie que ça recommence. C'est ça. Et donc, je viens vérifier que ça va bien se passer avec ta référente. Ah, mais franchement, sur ça, franchement, moi, Voilà. j'ai toujours été contente de Madame Philippe. Elle a toujours été là pour moi quand il le fallait. Franchement, sur ça, j'ai rien à dire. Ce que j'ai vu, mais avec le temps. Mais donc, nous, il y a une chose qui... Alors, je vais parler un peu plus, parce que tu as beaucoup parlé depuis le début, mais pour te faire réagir à ce C'est que un peu le but, hein, c'est mon interview. Pour te faire réagir après à ce que je vais dire, mais moi, j'ai été surpris par une chose quand tu es arrivé, c'est qu'on avait la sensation que tu avais besoin de pas grand-chose. Et ça, quelque part, ça nous étonnait. Dans le sens où tu es arrivé dans une chambre qu'on venait de finir, elle était peu meublée. Bah, moi, ça Il y me avait- suffisait. Hein. Voilà, mais ça nous étonnait. Bah, moi, juste un lit, une armoire, ça me suffit. Voilà. Et nous, ça nous étonnait tellement qu'on s'est dit, il veut pas. Je me souviens qu'on t'a demandé si tu voulais des meubles ou quel type de meubles, et puis toi, tu avais besoin de rien. Nous, ça nous dérangeait un peu, si tu veux. Et on s'est dit, il veut rien, alors on va lui acheter, on va acheter un ordinateur portable qu'au final, on t'a donné. Oui. Le fait est que dès le début, on avait l'intention de te le donner, mais on te l'a pas dit. Oui, bah oui. Pas au début. Mais oui, ça nous a étonnés de te voir arriver comme ça et d'avoir besoin de rien, entre guillemets. Bah, tu sais, quand tu vis avec rien, entre parenthèses, parce que en foyer, tout ça, ou même en internat où j'étais, t'as un lit, une armoire, un bureau. Enfin, et en vrai de vrai, moi, ça me suffit largement. Tant que j'ai mon téléphone, que je peux, on va dire, parler à des gens, faire des trucs sur mon téléphone, en vrai, j'ai besoin de rien d'autre. Après, c'est vrai que l'ordinateur, du coup, m'a apporté un plus, parce que du coup, je pouvais regarder des séries, des trucs. Mais en vrai de vrai, je l'aurais pas eu, ça aurait été la même chose. J'aurais eu besoin de rien. Moi, tant que je peux ranger mes affaires et dormir, tu veux que j'ai besoin de quoi d'autre? D'accord. Et donc, effectivement, tu l'as déjà bien résumé, on te découvre à ce moment-là et on se dit, il a un poil dans la main quand même, Bradley, parce qu'effectivement, comme tu le dis, tu es resté un peu moins d'un an chez nous. La fin de l'accueil était un petit peu motivée et par ton envie de ne pas te trouver à la campagne loin de tes copains. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on est... ça le principal, tu vois. On est un petit peu à trifouiller les oies quand même. On va dire que de là où tous mes amis étaient, il y a 50 km d'ici à Saint-Brieuc. Il y a 35 minutes, quoi. 35-40 minutes de voiture. Ouais, donc c'est ça, 50 km. Parce que de chez moi, j'ai 50 km de chez moi. Donc lui, il est dans les environs. Et donc nous, on demande la fin de l'accueil en plus officiellement parce qu'on a l'impression que on n'arrive plus à t'apporter quelque chose en fait. Parce qu'effectivement, on voit que on ne te voit plus à un moment. Hein. Il y a quand même eu une paire de fugues qui quelque part m'inquiétait pas plus que ça parce qu'on discutait. La communication entre nous n'a jamais été rompue. On a eu d'autres
on a expérimenté d'autres fugues, mais avec des enfants avec lesquels il n'y avait pas de communication. Or, toi, la communication n'a jamais été rompue. On discutait avec toi, comme tu le dis, tu étais comme ça, tu as toujours été souriant, enfin, tu partais pas en disant « Ah, je m'en vais !» Enfin, tu n'étais pas fâché, quoi. Non. Je me souviens Pourquoi en je serais particulier... fâché alors que c'est moi qui fais la connerie? Surtout ça. Oui, mais quand on est la tête dans le guidon, on s'en aperçoit pas forcément, si tu veux. Oh, si, moi, je savais Toi, oui, mais nous... Je savais très bien ce que je faisais. Hein, à ce Voilà, moment-là. on ne savait pas forcément ce que tu faisais. Parce que je te rappelle que je vais te chercher au commissariat un jour parce qu'il m'appelle à Saint-Brieuc. En Je vais plus, te chercher. Ils m'ont eu d'une façon tellement bête, mais bête. Mais bête. Et franchement, j'étais déçu. En fait, ils venaient chercher l'oncle de mon ami qui habitait juste au-dessus de son appartement. Et en fait, ils ont rentré les plaques d'immatriculation. Et il y avait mon scooter. Et ben, ils ont vu quand ils ont rentré les plaques, Bradley en fugue. Et du coup, de base, ils venaient chercher son tonton parce qu'il avait volé une moto. Et de base, et en fait, c'est revenu sur moi. Je m'en souviens, on rentrait une soirée, j'avais dormi peut-être 2 heures. C'est qui Bradley? Bah, c'est moi. Allez, hop, on vous embarque. Enfin bref, je vais te chercher au commissariat à Saint-Brieuc parce que il m'appelle et qu'ils me disent en plus il est mineur, de toute façon on peut pas le garder bien longtemps, donc de toute façon moi je viens te chercher tout de suite évidemment, hein, on m'appelle et donc je te ramène, on mange à midi, on va faire les courses et sur le parking de Super U tu me dis bon je m'en vais. Je me suis dit tu sais que je suis venu te chercher il y a 2 heures à peine et que tu t'en vas quoi. Donc sur le coup, je riais un peu parce que je m'étais dit c'est Bradley quoi, il est reparti voir ses copains quoi quelque part. Dans la mesure où tu me le disais, c'est pas comme si tu étais parti en passant par la fenêtre la nuit sans qu'on sache quoi, ce qui nous est déjà arrivé depuis. Il est courageux quand même de la fenêtre. Ça s'est pas passé comme ça finalement, mais grosso modo, c'est ce qu'il... Voilà, il est parti vraiment en fugue sans qu'on soit au courant, alors que toi, tu nous le disais, quoi. Et puis, on savait bien où tu allais, quelque part, tu nous le disais. Vous savez que j'étais à Saint-Brieuc, ou après. Voilà, on savait à peu près, on savait qu'il y avait ta sœur aussi, que tu allais voir. J'étais toujours avec ma sœur, tout le temps. Donc, c'était pas forcément très inquiétant, mais nous, on avait la sensation que on t'apportait plus grand-chose, quoi, que tu ne voulais plus rester, ce qui était le cas, ce que tu nous avais dit, tu l'as bien résumé. Donc. En fait, tu vois, pour en revenir à ça, et ça a été un de mes plus grands regrets, c'est que j'aurais bien voulu venir ici, mais plus tôt, parce qu'en fait, malheureusement, c'est tombé sur la mauvaise période. Et je pense que si je serais arrivé genre 2-3 ans avant, peut-être que j'aurais pas eu cette phase-là, tu vois. Parce que c'est le fait d'avoir été en foyer là-bas qui m'a fait que du coup j'ai rencontré des personnes, tout ça, et c'était pas forcément des bonnes fréquentations, tu vois. Et là j'étais arrivé à l'âge, j'avais presque 17 ans, tu vois. J'avais même 17 ans, je crois, ça me semble. Ouais, j'avais 17 ans. Et je voulais faire la fête, quoi. Je voulais m'amuser, je voulais, comme tout jeune, on va dire, entre parenthèses, tu vois. Et franchement, mon seul regret, c'est de pas être venu ici plus tôt. Parce que je pense que si je serais venu ici plus tôt, ce serait passé autrement. Tu vois, et encore une fois, faut pas que vous vous dites que vous m'apportez rien. Parce que c'est juste moi qui voulais pas entendre ce que vous m'apportiez. Alors, on en avait conscience, mais à ce moment-là, on savait jamais à quel point... tu sais, quand tu vas le découvrir, et tu le découvres déjà, j'imagine, en tant que père, mais tu sais pas ce que ça va donner. C'est ça. Tu vas le découvrir toujours avec le temps. C'est ça. Tu fais de ton mieux. Il y a des choses qu'on aurait envie de faire mieux, et puis de toute façon, c'est éducateurs et pseudo-parents, ce que sont des familles d'accueil, parents de remplacement en tout cas. Pour moi, c'était pas de remplacement. Vous étiez pas des parents pour moi. Pour moi, vous étiez vraiment de ma famille. Bon, pas des parents parce que bien sûr, on n'a qu'une mère et qu'un père, mais vous étiez genre comme une tatin et un tonton, imaginons, mais que j'aimais vraiment fort, parce que vraiment je tenais beaucoup à vous deux. Ce que j'aimerais aborder maintenant avec toi, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Le scooter. Ah oui, tu voulais parler du scooter. Ouais, vas-y, parle-nous du scooter. Il y a un truc qui me va pas là. C'est le fait que dans ton truc, je vais le ressortir après, tu vois. T'as dit, tu as démonté ton scooter et après du coup t'as dû le jeter. Non. Ah non, j'ai pas dit que tu avais dû le jeter. Si, après t'as dit que tu as voulu t'en débarrasser. Je résume la façon dont nous avons vécu les choses. Et après je t'explique les choses comment moi j'ai vécu la chose. Très intéressant. Le scooter, il avait été financé par le conseil départemental pour que tu puisses te rendre à l'entreprise dans le cadre de ton alternance. D'accord ? Et
un scooter de bonne qualité, ça valait à l'époque 2500 euros. 2000 euros. Neuf, 2500 euros, quoi, grosso modo. Et le conseil départemental finançait à hauteur de 700 euros maximum. Ouais, c'est ça. Donc on a acheté un scooter chinois, Neuf, hein. neuf, 650, 700 euros, 800. d'accord. 800. Mais on t'avait dit, bah c'est du chinois, n'y touche pas. On connaissait déjà ton appétence pour la mécanique, hein, pour l'envie de bricoler, et on t'avait dit, attention, ça c'est un truc, démonte pas parce que tu vas l'abîmer. C'est pas la même qualité qu'un autre, donc on t'avait dit de pas y toucher parce qu'on avait bien vu que tu avais envie de bricoler. Et bon, évidemment, ça n'a pas raté. Là, je me suis fait mes armes dessus. Hein. Voilà, tu t'es fait des armes dessus, comme tu dis, mais tu l'as démonté, et au bout d'un moment, assez rapidement, comme tu connaissais pas encore assez bien, en tout cas pas comme tu le connais aujourd'hui, la mécanique, tu as eu du mal à le remonter. Et ça, tout le monde est resté sur l'idée que tu avais un peu flingué ton scooter de cette façon-là, et personne n'était content, parce que du coup, ça a eu une conséquence, et c'est surtout ça qui nous embêtait, parce qu'à la rigueur, ça aurait été ton scooter, tu l'aurais payé avec tes sous, basta. Mais ça avait été payé, et tu n'avais pas les moyens de le remplacer, parce que comme tu le disais, tu n'allais pas en entreprise, donc du coup, tu ne touchais pas de paye, et rapidement, en plus, ça a été l'excuse pour plus aller à l'entreprise, parce que le scooter fonctionnait plus. Donc là, évidemment, on faisait un peu la gueule, hein, globalement, et quand je dis on, Madame Philippe aussi, elle n'était pas ravie. J'imagine bien. Alors, maintenant, je vais te dire comment j'ai vécu les choses, moi. Alors, déjà, de 1, il y avait eu un problème dessus qui n'était pas de ma faute, c'était le carburateur. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait tant. Oui. Non, mais du coup, déjà, tout ça pour en revenir. Ouais. Oui, je suis en partie responsable de la casse du scooter, mais j'ai écouté les mauvaises personnes qui ont fait que je l'ai jeté alors qu'il était réparable. Voilà, moi, la conclusion. D'accord. Mais alors d'aujourd'hui, par contre, j'aurais pu te le réparer de A à Z. Parce que j'expérimentais. Attends, maintenant qu'il n'y a plus de bruit, redis-le-moi. Oui, je suis en partie responsable. Oui, je suis en partie responsable, Marc. Et surtout que, comment dire, à cette époque-là, je faisais mes armes. Je connaissais la mécanique, mais j'avais jamais expérimenté ça de mes mains. J'aimerais bien que tu me parles de ton parcours après nous, maintenant. C'est-à-dire qu'une fois que l'accueil se termine, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Alors, une fois que l'accueil se termine... Ah oui, je vais dans une autre famille d'accueil, à Ploufragan. Alors, je connais plus son nom par contre. Je suis pas resté très longtemps là-bas, hein, parce que j'étais encore dans ma période jeune. J'ai rencontré une fille, je faisais que tuer, du coup ça s'est arrêté. Et après, je suis parti en foyer jeune travailleur, parce que j'avais commencé du coup un CAP serveur. Du coup, j'étais avec cette fille, je vivais chez elle, et non, j'ai demandé d'arrêter d'être suivi par Madame Philippe et par le conseil général même, tu vois. Et du coup, de là, j'ai commencé à CAP service, j'étais envoyé jeune travailleur du coup. J'y suis resté à peu près 6 mois. 6 mois, parce qu'après je me suis séparé de cette fille. Et après je suis parti sur Nantes, du coup la première fois que je pars à Nantes. Donc de là après j'ai trouvé mon premier emploi, McDonald's à Nantes. Et de là la vie active commence. Hein. Je suis resté 1 an. Après je suis reparti ici. Quand je suis arrivé ici, ça a été très très compliqué parce que j'avais nulle part où aller. Du coup pendant on va dire une petite semaine, j'ai dormi dans des toilettes publiques. Et après... à Saint-Brieuc? Oui. Après, j'ai été chez ma sœur. Après, je suis parti vivre chez une amie. Et après, là, on arrive vers 2020, hein, là, quand je te parle. Après, du coup, j'ai rencontré Pauline. J'ai eu mon appartement à mon contour, avec mon emploi à côté. Sauf qu'après, on est arrivé pendant la période de confinement. Du coup, de là... je travaillais dans les volailles parce que c'était le truc qui était ouvert. Je faisais du ramassage de volailles. Et après, on est reparti à Nantes 1 an. Donc là, j'ai enchaîné la restauration. Avec Pauline. Avec Pauline cette fois-ci, voilà. Donc là, on vivait chez mon oncle. Bon, c'était pas très très. Enfin, le lieu où on vivait, c'était pas très très bien. Parce qu'on va dire qu'il était infesté de punaises de lit. Lui à l'époque déjà. Hein.
Il y en avait beaucoup. Et du coup, on a vécu très très mal cette période-là, parce que c'est pas drôle les punaises de lit. Hein. T'étais piqué partout, de la tête aux pieds, c'était vraiment pas drôle. Et du coup, de là, bah, j'ai fait en sorte d'avoir mon appartement sur Nantes, tout ça, donc on a eu notre appartement. Donc de là, après, bah, j'ai eu mon CDI en tant que pizzaiolo. Et du coup, on est resté à peu près 1 an. Pauline, elle se sentait mal là-bas parce qu'en fait, bah, elle a un CAP vente, si tu veux, mais à Nantes, un CAP, ça suffit pas. Parce qu'à Nantes, eux, ce qu'ils cherchent surtout, c'est les études, tu vois, qu'ils ont fait les gens. Et vu que Nantes, c'est 10 fois, 20 fois Saint-Brieuc, je sais pas, hein, à peu près, et bah, il y a beaucoup de jeunes qui postulent, mais avec des bacs pro, des plus d'études, ce qui fait qu'elle trouvait pas forcément de travail. Elle arrive pas à se faire des amis, du coup. Du coup, elle a très mal vécu sa période là-bas. Alors que moi, c'était ma meilleure vie. Moi, j'ai aimé. Et du coup, ce qui faisait que on est revenu par ici en 2021, donc en juillet 2021. De là, on était chez ses parents pendant 6 mois. C'est là où elle est tombée enceinte du coup de Hadès. Parce qu'elle est tombée enceinte de Hadès en août, si je dis pas de bêtises. Et de là, après, je travaillais du coup à Buffalo Grill pour la première fois que je travaillais là-bas en tout cas. Et je suis resté en CDD 4 mois. Donc pendant ce temps-là, vous le savez, mais les gens ne le savent pas, mon fils est prématuré. Donc il est en avance. Et si vous voulez, en fait, j'ai pas pris de jours mes jours que j'ai le droit en gros, de congé paternité. Et il y a un moment, au bout de en fait, je faisais Saint-Brieuc, Lamballe en scooter 4 fois par jour. Tu vois, et c'était en mois de février, donc il faisait bien froid. Et je te parle pas d'un scooter débridé là, je te parle d'un scooter bridé. Hein. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, j'ai demandé à ma directrice de l'époque d'avoir au moins mes jours, parce que, en sachant que Pauline a eu une césarienne, que mon fils est prématuré, donc il est encore à l'hôpital, que je fais que des allers-retours et que niveau essence, ça me coûte très cher. Et puis même, ça me fatigue beaucoup, tu vois, parce que on vivait, comment on appelle ça? Tu sais, il y a l'hôpital et à côté, il y a la maison des familles, je crois, c'est ça. Ouais, on était à la maison des familles pour rester près de notre fils, tu vois. Et elle a pas voulu, elle a refusé. Alors que c'était dans mes droits de base, hein, mais elle a refusé. Parce que ça faisait déjà plus de 15 jours qu'il était né, enfin bref, tout ça. Du coup, de là, moi, mon contrat de CDD en 4 mois, il était fini. Elle m'a proposé un CDI, j'ai refusé. J'ai fait non, du coup, si vous voulez pas, pourquoi moi, j'irais m'embêter à, entre parenthèses, venir dans cette entreprise-là en CDI, alors que vous-même, vous me refusez même 5 jours pour que je sois près de ma femme et mon fils, quoi. Et du coup, de là, j'ai refusé. Donc après, pendant 1 an et demi, j'ai fait beaucoup d'intérim. J'ai fait carrosserie, j'ai travaillé dans du bois, j'ai fait de la charpente, j'ai fait beaucoup de choses. Et là, ça fait depuis fin août, du coup, que là, par contre, je suis à Buffalo Grill. Mais en fait, c'est le directeur adjoint de l'époque que lui a eu son enfant en même temps que moi, qui est devenu directeur, parce que l'ancienne directrice, enfin bref. Et lui et moi, on s'entend très très bien, et c'est un bon directeur, tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute des gens. Et du coup, j'ai décidé de redonner une chance à cette entreprise-là. Et pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien, hein. Franchement, je suis très content, un deuxième enfant en route, permis. D'accord. Tu m'avais parlé, je ne sais plus, pas la dernière fois, mais la fois d'avant, de difficultés judiciaires que tu as pu avoir. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Alors, je te dis pourquoi. On peut s'imaginer que les relations que tu as pu avoir, notamment quand tu étais par chez nous, là, que tu voulais aller voir des fréquentations Mais que tu disais toi-même. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, ça n'a rien à voir. Non. Alors, dis-nous ce que tu veux nous en dire. Alors, j'ai eu plusieurs trucs, hein. C'est pas qu'un seul truc, il y en a eu plusieurs. Déjà de 1, il y a beaucoup d'amendes moto, scooter, déjà, parce que je roulais beaucoup sans assurance, tout ça. Bon, ce qui est pas bien à ne pas refaire chez vous, d'accord? Et du coup, toujours s'assurer, c'est important. Parce que quand il arrive un problème et que t'es pas assuré, tout est pour ta pomme, quoi. Bon, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu d'accident avec ça, en tout cas. Mais j'ai eu beaucoup de contrôle. Donc là, par contre, ce que Saint-Brieuc, ça contrôle beaucoup. Et du coup, beaucoup d'amendes de ça, beaucoup d'amendes de défaut d'assurance, beaucoup d'amendes de conduite sous stupéfiants. Aussi, à l'époque, parce que je fumais.
Après, du coup, il y a eu ça. Il y a eu une grosse bêtise que j'ai faite aussi, j'en suis pas fier. La première fois que j'étais à Nantes, c'était vraiment la toute première fois. J'ai fait quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Et rien que ça m'a valu 3000 € d'amende, tu vois. Mhm. Et il y a eu ça, et après le reste, c'est que. Bah non, c'est tout en fait. Mais en tout, on arrive dans les 5000 € d'amende. Tu vois. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je paye encore. Hein. D'accord, oui, t'as pas terminé Non. d'éponger cette, Ah bah, ils cette m'ont dette. prélevé 2000 € sur mon compte déjà, au début d'année 2022. Et bah là, je continue à payer en petite échéance, tu vois, parce que il y a tellement que c'est D'accord. compliqué. Mais j'ai comme projet quand même de. Je me dis qu'une fois que ça sera fini, au moins je peux repartir à zéro. Et D'accord. Tu penses que des erreurs, des bêtises de ce genre, tu n'en feras plus? je le pense, j'en suis sûr. Je pense pas, j'en suis sûr. Parce que. Enfin, j'en suis sûr. À quel degré, je sais pas, mais j'en suis sûr. Parce T'as que- l'air d'être moins sûr déjà. Bah, Hein. dire qu'il y a pas longtemps, je roulais sans permis en moto encore, tu vois. Voilà. On peut pas dire que j'ai compris la leçon, mais bah, on va dire que dans tous les cas, j'habite tellement en campagne que je suis obligé d'avoir quelque chose pour me déplacer, tu vois. Qu'est-ce que tu penses, avec le recul, du regard des gens sur les enfants placés? Quel regard tu portes sur la société d'aujourd'hui et sur ce que pensent les gens? Bah, c'est vrai que quand tu dis aux gens que tu as un enfant placé, ils ont beaucoup de préjugés. Ça, encore une fois, je l'ai ressenti aussi moi. Hein. Beaucoup de préjugés, comme tu disais, sur le fait que les enfants placés, c'est des enfants violents, des enfants à problème, des enfants qui on va dire, comment je pourrais dire ça? On va dire qu'ils sont perdus. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais pas du tout. En fait, chaque situation est différente. Donc oui, tu peux tomber sur des enfants violents, tu peux tomber sur des enfants à problème, mais on n'est pas tous comme ça. Tu vois. Mais encore une fois, ça dépendra surtout des traumatismes qu'il a vécu, des choses qui lui est arrivées et comment lui a géré ces choses-là. Tu vois. Parce que est-ce que lui veut faire mieux que ce qu'il a vécu ou est-ce qu'il veut reproduire la même chose, tout simplement. D'accord. Parce que moi, je connais des enfants, tu vois, qui sont pas placés, et désolé de dire ça, mais qui sont pires que des enfants placés. Tu vois. En parallèle de la vision que tu as de la société par rapport aux enfants placés, quelle est ta vision du système global de la protection de l'enfance, de ta vision de l'ASE? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, avec le recul? Mitigé. Parce que dans certains cas, en tout cas moi, j'ai eu plusieurs référentes, donc je peux en parler. Mais encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure, tu peux tomber sur des référentes, on va dire, qui aiment leur travail, qui font en sorte que ça se passe bien. Et d'autres, on va dire, qui s'en fichent un peu, en fait, qui font juste ça pour le travail. Ce que je veux dire par là, c'est en gros, j'ai eu une référente, comment dire, dès que je lui demandais quelque chose, bah, c'était soit oui plus tard, oui, non, enfin, on savait pas sur quel pied danser avec elle. Tout le contraire de Madame Philippe, que elle, quand j'avais besoin d'elle, besoin de lui parler, besoin de la voir, bah, elle était toujours disponible en tout cas. Mais en vision globale, je pense que c'est quelque chose quand même qui est assez important pour nous les enfants placés, parce que bah, c'est quand même grâce à eux qu'on arrive à avoir, on va dire, des familles qui... Comment je pourrais dire ça? Je sais pas comment l'exprimer en fait. Des familles qui... En fait, eux, ils vont vraiment... Comme ils connaissent notre dossier, ils savent notre vécu, ils vont vraiment trouver la famille adaptée pour nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais dans un autre sens, c'est, à mon avis, c'est pas que de leur faute, c'est le fait aussi qu'ils ont beaucoup d'enfants à gérer, tu vois. C'est qu'ils sont pas forcément assez présents une fois que t'es dans la famille. Tu vois. Genre, pendant la période où ils cherchent, tu les vois souvent, beaucoup, tu parles, voir ce que tu recherches, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et à partir du moment où tu es dans la famille, ben, c'est peut-être une fois tous les 3-4 mois qu'ils prennent des nouvelles. Mais en soi, hein, vraiment, je dirais pas de mal sur eux parce que ben, moi, en tant qu'enfant placé, je les ai quand même trouvés assez présents et assez... comment je pourrais dire ça? Et assez présents en fait. Présents pour moi en tout cas. Moi en tout cas, mon ressenti, c'est qu'ils étaient assez présents pour moi, ils ont toujours été là quand j'ai eu besoin. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur le fait de me sentir bien, tu vois. Parce qu'imaginons,
ils auraient choisi une famille avec qui je ne me serais pas du tout entendu, mais que, imaginons, ils auraient pas voulu me changer de là-bas, et ben je l'aurais mal vécu. Alors que, bah non, en fait, au final, je suis tombé que sur des bonnes familles. C'est pas ce que tu disais au début. Là, je parle d'ici, mais en Bretagne. D'accord. Parce que ça, c'était au début quand j'étais petit, et ben ça, j'avais aucun pouvoir sur ça. Je leur parlais même pas. Madame Albrecht Piestapé, je lui parlais même pas. Donc, c'est ma mère qui est en contact avec elle, c'est pas moi. D'accord. Donc, moi, en tout cas, de moi, mon ressenti quand j'étais. Mais après, c'est sûr que vis-à-vis de vous, les personnes qui êtes beaucoup en contact avec eux, donc les familles d'accueil, tout ça, je pense que il y a du progrès à faire de leur côté. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose auquel j'aurais pas forcément pensé? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ton témoignage? Quelque chose que tu voudrais... Ouais. Un complément? Non, j'allais dire une connerie. Non, rien. Abonnez-vous et likez la vidéo. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».